En arrière! Je voulais retrouver ma vie, je devais m'évader. Vale savait très bien manipuler le personnel. Je pense à me casser d'ici. Vale a été le cerveau. Je suis avec toi. J'avais déjà tiré 15 ans et j'étais prêt à quitter cette vie. Pour toujours. Il arrive. La liberté n'est qu'à une dizaine de mètres. Je m'appelle Timothy Vale. J'ai été reconnu coupable d'avoir tué une femme au cours d'un cambriolage. J'ai été condamné à 49 ans de détention à la prison d'État d'Elmaïra. Est-ce que je mérite d'être emprisonné pour mon crime? Qu'est-ce que vous faites là? La ferme! Oui. Mais 49 ans d'emprisonnement. Selon moi, non. J'ai grandi à la campagne. Et ce qui me manque le plus, ce sont les bois et les montagnes où je me suis toujours senti libre. J'ai fait toutes les procédures d'appel possibles. Mais elles m'ont toutes été refusées. C'est là que j'ai décidé de m'évader. Bonjour Glenn. Bonjour. Tu as fait bonne route? Oui, merci. Je connais très bien Elmaïra. C'est certainement la prison de haute sécurité où j'ai fait le plus de tournées d'inspection. La porte centrale est un grand portique par lequel les prisonniers doivent passer plusieurs fois par jour. On pratique des contrôles à cet endroit pour empêcher la contrebande entre les diverses zones de la prison. Mais la fouille n'est pas systématique, on ne peut pas contrôler tous les détenus. Vale était un détenu facile. Il faisait tout ce qu'on lui demandait. Il avait une personnalité agréable. On pouvait bavarder avec lui et presque oublier qu'il était un détenu. Mon père était mécanicien. C'est sûrement pour ça que j'ai une facilité à comprendre comment les choses fonctionnent. J'ai ça dans le sang. J'avais remarqué une chose. Elmaïra n'avait ni mur ni clôture extérieure. Et selon moi, c'était un point faible. Un jour, en sortant de la cantine, j'ai remarqué les volets d'une gaine de ventilation sur le toit du bloc F. Soudain, une idée m'est venue. Si j'arrivais à percer le toit d'une cellule du dernier étage et à atteindre le grenier, je pourrais peut-être gagner le toit par une gaine de ventilation. De là, je pourrais descendre vers la liberté en me laissant glisser à l'aide d'une corde de fortune de l'autre côté du bloc F. Mais il y avait un problème. Ma cellule se trouvait au rez-de-chaussée. Peu de temps après ça, j'ai rencontré Timothy Morgan dans la cour. Il était au dernier étage, dans une cellule pour deux avec des lits superposés. Tim Vale. Tim Morgan. Comment ça va? Super, et toi? Morgan a été condamné à 25 ans de prison pour le meurtre d'un chauffeur de taxi. Il lui a tiré dans la tête à bout portant avec un fusil de chasse et il lui a volé une centaine de dollars. Lui aussi venait de la campagne. Qu'est-ce que tu chasses? Tout ce que je trouve. On est devenus proches. Je sentais que je pouvais lui faire confiance. J'ai décidé de prendre le risque de lui parler de mon plan d'évasion. Des deux, Vale était le plus dominant. Il faut que je te parle d'un truc important. C'était le cerveau de l'opération. J'ai l'intention de me casser d'ici. Tu me suis? Bien sûr. Mais cette évasion n'était encore qu'un rêve. Il fallait que je trouve les outils nécessaires pour percer le plafond en béton. Et j'ai eu de la chance. Qu'est-ce que tu fais, Vale? Qu'est-ce que vous dites de ça? Tout le monde savait que Vale peignait. Il avait vraiment du talent. Qu'est-ce que tu dirais de faire des décorations de Noël pour la prison? Bien sûr, pourquoi pas?
Pour peindre ces décorations de Noël, j'ai été admis à l'atelier de menuiserie. Une prison, c'est comme une petite ville. On doit l'entretenir et la gérer aussi efficacement que possible. C'était comme un signe du destin. Tous les outils dont j'avais besoin pour m'évader étaient là. Les détenus participent largement à la maintenance. Ils font beaucoup de travaux de menuiserie. Si on ne les faisait pas travailler, on n'aurait pas les moyens d'entretenir les prisons. Pour que mon plan marche, je devais trouver un moyen de rester à l'atelier de menuiserie. J'ai donc tout fait pour me rendre indispensable. Le civil qui gardait l'atelier, Gary Silvers, a remarqué que je me débrouillais bien. Je suis rapidement devenu une sorte de bras droit pour lui. Comment ça va? Ça roule. J'ai demandé à Tim s'il avait toujours envie de se faire la belle, et il m'a répondu Ouais. « Très bien, alors écoute, tu vas convaincre ton codétenu de changer de cellule. » Il devait persuader son codétenu de demander une réaffectation pour que je puisse emménager avec lui. Les changements de cellules, il y en a tous les jours. Il n'y a aucune procédure de sécurité spéciale pour ça. Quand le transfert a été approuvé, tout était enfin en place. Quand est-ce qu'on s'y met? Dès qu'on pourra, Tim. Dès qu'on pourra. Cette nuit-là, on a pris une décision très importante. Où est-ce qu'on va faire le trou? Ici. Le coin près des barreaux était très difficile à voir de l'extérieur. On l'a caché un peu plus en déplaçant les lits et en accrochant des serviettes de toilette. Rien n'est censé obstruer le champ de vision d'un gardien quand il regarde dans une cellule. Mais cela avait l'air de s'en ficher éperdument. Maintenant, il fallait trouver un outil en métal à l'atelier de menuiserie pour commencer à creuser. Je savais que je n'arriverais jamais à sortir clandestinement un marteau ou un burin. J'ai alors réalisé qu'un outil plus petit pourrait aussi faire l'affaire. Les vis à placoplâtre de 8 cm n'étaient pas répertoriées dans l'inventaire de l'atelier. Elles étaient faciles à cacher et elles avaient une pointe en acier très pointue. Le béton, ce n'est qu'un mélange de ciment, de sable et de gravier. En grattant longtemps, on devrait bien finir par sortir, non? Je me suis scotché 4 vis sur le ventre. Si un garde décidait de me palper, j'avais un truc pour le distraire. Un de mes tableaux que je voulais encadrer. Je fumais comme un pompier pour me calmer. Si je me faisais prendre, mon niveau de sécurité allait grimper d'un coup. Si ce type décidait de me fouiller, tout tombait à l'eau. Salut Veil. Salut les gars. Qu'est-ce que tu as là? Juste un truc sur lequel je travaille. Ah ouais? C'est pas mal du tout. Merci. C'est un F-18? Ouais, C'est du bon boulot. Comment tu as fait ce détail sur l'aile? avec du temps et de la patience. Tu as vu ça dans un film ou dans une revue? Et puis un autre gardien est sorti. Impressionnant. Je l'ai sorti de mon imagination. Je n'avais qu'une chose en tête. Est-ce qu'il va me palper? Qu'est-ce que t'en penses? Impressionnant, non? Je voulais juste qu'il se taise et qu'il me laisse passer. J'allais devenir fou. Tu es vraiment un type étonnant. Ouais. J'essayais d'être le plus normal possible, mais j'avais le cœur qui battait à 100 à l'heure. Allez, tu peux passer. Merci. Bonne journée. À vous aussi. J'avais réussi à les distraire avec mon tableau. Veil savait manipuler le personnel. Il ramenait ce qu'il voulait dans sa cellule. Regarde ce que j'ai. Quand j'ai sorti les vis, Tim a compris que j'irais jusqu'au bout. On va se servir de ça pour sortir d'ici. Génial. Mais c'est pas facile de cacher des objets interdits dans une cellule de 6 mètres carrés. Et elle pouvait être fouillée chaque jour. Si je voulais retrouver les bois de mon enfance, il allait me falloir beaucoup de volonté, d'intelligence et de courage.
Moins de 24 heures plus tard, je m'attaquais au plafond. Tim faisait le guet. Les détenus surveillent toujours les gardiens à l'aide de miroirs. C'est ce qu'on appelle le radar. Pour les empêcher de savoir ce qu'on fait, on essaie de ne pas avoir d'emploi du temps routinier. On en change souvent. Au début, je pensais qu'on n'en viendrait jamais à bout. Imaginez que vous creusez du béton avec tout juste vos mains et des clous. C'était vraiment un enfer. J'ai caché les premières traces avec une feuille de papier noir qui provenait du matériel de dessin qu'on m'autorisait à voir dans ma cellule. Il se confondait très bien avec le plafond. Qu'est-ce que t'en penses? On n'y arrivera pas, tant qu'on n'aura pas de meilleurs outils. À l'atelier de menuiserie, j'ai repéré une manivelle provenant d'une raboteuse qui n'était plus utilisée. Elle ferait un marteau parfait pour mes vis. Je viens voir Vel. Tim avait obtenu un laissez-passer spécial pour me rendre visite à l'atelier de menuiserie. Alors c'est ça ton atelier? Cette fois-ci, c'était lui qui devait sortir l'objet. Je n'avais jamais douté de lui jusque-là. J'avais confiance. Mais je n'aurais aucun moyen de savoir si Tim avait réussi à passer la porte centrale tant que je n'aurais pas regagné ma cellule. Tu es là? Elle est dans ton placard. Morgan se déplaçait facilement dans la prison parce qu'on lui faisait confiance. C'était quelqu'un de tranquille qui ne se mêlait jamais des affaires des autres. Ça va vraiment nous faciliter la tâche. On a enveloppé la manivelle dans plusieurs couches de scotch pour étouffer le bruit du métal frappant contre le métal. Ça commençait à avancer. Mais on ne pouvait travailler que quand le niveau sonore environnant était assez élevé pour couvrir le bruit qu'on faisait. Par moments, on s'épuisait à taper et on avait l'impression que ça n'avançait pas. Mais quand on a eu un seau plein de gravats de béton, on a dessiné un large sourire sur notre calendrier et on a passé une bonne nuit. On se débarrassait des gravats dans les toilettes ou on les jetait discrètement à la poubelle le matin. Mais on était constamment sous pression. Quand on rentrait dans notre cellule, on avait ce trou à creuser et un tas d'outils pour lesquels on risquait des années d'isolement. C'était un travail harassant. Mais au bout d'un mois, on avait vraiment bien avancé. Jusqu'au jour où arriva une chose que je redoutais. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. Je viens de toucher un fer à béton. Avant la prison, j'avais travaillé dans la construction. Et je savais qu'on pouvait rencontrer un fer à béton qui était là pour soutenir le plafond. Ça nous a fichu un coup au moral. Je sais pas quoi faire. Je ne connaissais qu'un endroit où trouver une lame capable de faire l'affaire. À la menuiserie, il y avait une vieille scie à bande. Comme elle devait finir à la poubelle, personne ne remarquerait s'il manquait quelques morceaux de la lame. Et j'avais trouvé un moyen de passer le détecteur de métal de la porte centrale. Nos paquets de tabac étaient doublés d'une feuille d'aluminium. Ils étaient fouillés à la main, puis passés par le côté pour ne pas déclencher l'alarme. Mais si le paquet avait l'air de n'avoir pas encore été ouvert, les gardiens n'iraient sûrement pas vérifier à l'intérieur. Un nouveau paquet? Ouais, je viens juste de l'échanger contre un tableau. Tu peux passer. J'ai appris une chose en prison. Aussi vigilants que soient les gardiens, quand une chose se trouve juste sous leur nez, ils peuvent passer à côté.
En fixant ces lames sur une brosse à dents, j'espérais avoir l'instrument qui me permettrait de venir à bout de ce fer à béton. Même si au départ, elles étaient destinées à couper du bois. Les lames s'usaient très vite. Heureusement, on devait seulement faire 2 entailles de chaque côté du fer, puis le plier jusqu'à ce qu'il casse. Ça marche. Super! Ça nous a boosté le moral. On a enveloppé les lames usagées dans du scotch et on les a jetées à la poubelle. Mais tous les autres outils étaient encore dans la cellule. C'est là qu'est arrivé ce qu'on redoutait le plus. Fouille des cellules. Restez assis. Les gardiens commençaient à fouiller au hasard certaines cellules dans notre couloir. Ils viennent par ici. On a tout caché du mieux qu'on pouvait. Et on a prié pour que notre cellule ne soit pas sur la liste. Salut les gars. 2 gardiens sont entrés. On arrivait à peine à respirer. On se disait, ça va pas rater. Ils vont trouver un objet suspect, les lames, les vis, le papier au plafond. Mais ils se sont contentés de jeter un rapide coup d'œil, de cocher leur feuille d'inspection et ils sont sortis. Ces gars étaient gentils et ne créaient jamais de problème dans le bloc. Il n'y avait donc aucune raison de se concentrer sur eux. On avait l'impression qu'on venait d'éviter une balle. Je le crois pas. Mais on ne survivrait pas à une deuxième fouille si elle était faite correctement. On devait donc accélérer la cadence si on voulait avoir une chance de s'échapper. J'ai alors décidé de percer le plafond jusqu'au bout sur une toute petite surface pour estimer ce qu'il nous restait comme travail. Je n'oublierai jamais cette journée. Soudain, je n'ai plus senti de résistance contre la pointe de la vis. Je l'ai retirée et j'ai vu un petit rayon de lumière électrique qui passait au travers du trou. Il devait y avoir une ampoule allumée là-haut. Maintenant, on était vraiment pressé d'arriver à percer le plafond avant une nouvelle inspection. La pression était telle que j'ai pris un très gros risque. À l'atelier, il y avait une vieille masse qui n'était sur aucun inventaire. Elle servait à caler une porte. Si j'arrivais à la ramener à la cellule, on pourrait rapidement dégager tout le béton qui restait. Mais c'était une folie de vouloir faire passer un objet aussi gros par la porte centrale. D'un autre côté, je savais qu'on n'arriverait pas à cacher nos trous très longtemps. J'ai pris ma décision sur un coup de tête. J'estimais que j'avais une chance de passer. Je m'entendais très bien avec les gardiens et on ne me fouillait jamais à fond. Mais je suais comme un bœuf. La sangle du sac me sciait l'épaule à cause du poids de la masse. Les détenus font tout pour détourner les règles et nous, on fait tout pour les renforcer. Il faut toujours être à l'affût si on veut éviter de mauvaises surprises. Soudain, les gardiens sont sortis avec un détecteur de métal manuel. Je me suis dit que j'étais allé trop loin. Ma chance avait tourné. Cette fois, j'allais me faire prendre. Ils ont fouillé le type devant moi. Mon tour arrivait. J'avais l'impression de vivre un cauchemar au ralenti. Je ne voyais pas comment je pouvais m'en sortir. Et là, j'ai aperçu un gardien que je connaissais. Comment ça va? Je l'ai rejoint pour discuter. Tu as de nouveaux tableaux? En ce moment, je travaille sur un aigle. Jusqu'à ce que j'ai une chance de passer tranquillement. Super, tu peux passer. Merci les gars. Bonne journée. Ça avait marché. Quand j'ai montré à Tim cette masse de 3 kilos, il a d'abord pensé que j'avais pris un trop gros risque. Mais quand je lui ai expliqué comment on pourrait l'utiliser le jour de la fête nationale, son visage s'est éclairé. Les bruits du feu d'artifice qu'on tirait en ville ce jour-là couvriraient les coups de marteau. Le 4 juillet n'était que dans une quinzaine de jours. Avant ça, on avait encore un gros problème à régler. Une fois sortis, on devrait réussir à cacher notre absence pendant au moins quelques heures. L'une de nos tâches les plus importantes est de savoir où se trouve chaque détenu durant la journée.
On les compte plusieurs fois par jour, de 6h30 à 22h30. Puis la nuit, toutes les heures. Si un détenu réussit à s'enfuir et qu'on ne s'en aperçoit qu'au matin, il a 8 heures d'avance sur nous. La prison est entourée de forêts, de terrains accidentés où un fugitif peut facilement se cacher. Pire encore, il pourrait pénétrer dans une maison du voisinage. J'avais décidé d'utiliser mes talents d'artiste pour tromper les gardiens. J'allais fabriquer des mannequins. Tim, un gardien. Fais semblant de lire. Trouver de vrais cheveux n'était pas un problème. Tim, regarde. Super. Surveille la porte. D'accord, d'accord. Le 4 juillet est enfin arrivé. On savait que ça allait être une grande nuit et qu'il faudrait travailler vite. Dès que les bruits du feu d'artifice nous sont parvenus de la ville, on a sorti la masse. Les détonations tombaient pile en même temps que les coups de masse. Personne n'entendait rien. On avançait plus rapidement qu'on ne l'avait fait pendant des mois. On a regardé le plafond, on n'y croyait pas. On a réussi. Le trou paraissait gigantesque dans cette toute petite cellule. C'est bon. Je devais trouver une gaine d'aération qui menait au toit. Sans quoi tout mon plan tombait à l'eau. J'ai mis le mannequin dans mon lit. Pour simuler le corps, j'avais glissé un tas de vêtements sous ma couverture. Je savais que ça n'allait pas être facile de me glisser dans ce trou. Je me suis déshabillé et je me suis enduit le corps de vaseline. Tim avait fabriqué une longue corde à l'aide des rallonges électriques qu'on utilisait pour la télé et nos lampes de lecture. J'ai recouvert les bords du trou de sacs plastiques pour que ça glisse mieux et qu'on ne se blesse pas. Allez, Tim, grouille-toi. Une fois là-haut, j'ai regardé autour de moi. Et j'ai tout de suite vu le système de ventilation qui menait jusqu'au mur extérieur. Tout était exactement comme je l'avais imaginé. C'était un sentiment incroyable. J'avais déjà tiré 15 ans. Et j'étais prêt à quitter cette vie pour toujours. Certains diront, mais tu es un assassin, tu as été condamné. Et la victime et sa famille, je suis d'accord. J'ai énormément de remords quand je pense à cette tragédie. Mais si je voulais revivre, je devais m'échapper. Et pour la première fois, je voyais très bien la porte de sortie. Il faudrait attacher la corde en drap à l'échelle en acier qui était là, ramper jusqu'au bord du toit et descendre le long du mur dans l'ombre de la tourelle. Imaginez que vous venez de trimer comme un fou pendant 3 mois. Soudain, par une belle nuit, il n'y a plus aucun obstacle entre vous et la liberté. Vous pouvez imaginer ça? C'était tout simplement merveilleux.
On avait passé 102 jours à creuser le béton. Maintenant, c'était l'heure du départ. Et l'adrénaline commençait à monter. Allez, on s'occupe des draps. On avait calculé que le toit était à 12 mètres de haut. 11 draps devaient suffire. Les détenus ont le droit d'avoir jusqu'à 6 paires de draps. C'est une cellule pour 2, ils en avaient donc 12. On espérait juste qu'ils seraient assez solides pour supporter notre poids. On a attendu le comptage de 22h30, pendant lequel on doit se tenir debout près de son lit. Quand les gardiens sont passés, j'ai pensé à leur surprise le lendemain matin quand ils essaieraient de nous réveiller. Je ne leur en ai jamais voulu. Je voulais juste disparaître dans la nuit en espérant qu'on me reverrait plus ici. Je voulais retrouver ma vie. Rien de plus. Tim m'a passé toutes les affaires qu'on emportait. Il y avait du savon et une bassine d'eau pour enlever la vaseline. Puis il a placé le deuxième mannequin dans son lit et il est monté lui aussi. On est entré dans la gaine que j'avais ouverte. C'est bon? Allez, on y va. Ouais. On a rampé jusqu'à l'échelle. J'étais à bout de nerfs. J'avais une peur terrible de me faire attraper au cours de l'évasion. On a réussi à atteindre le bord du toit, mais là on est revenu à la réalité. Si on tombait, on risquait d'y passer. J'ai fait descendre la corde le long du mur. On avait mis des draps rouges au bout pour qu'ils se confondent avec les briques. Jusque-là, tout s'était passé comme prévu. Pour retrouver la liberté, il nous suffisait de descendre. Mais soudain, Tim a dit... J'y arriverai pas. J'ai le vertige. Et là, j'ai compris que j'avais un gros problème. Je peux pas, j'y arriverai pas. Tu plaisantes. Chaque seconde perdue représentait un gros risque pour nous. On pouvait se faire repérer ou bien les gardiens pouvaient découvrir les mannequins dans nos lits. La liberté n'est qu'à une dizaine de mètres, mec. Il faut que tu te reprennes. J'étais à bout de nerfs. C'est rien de le dire. Je vais te montrer comment il faut faire, d'accord? Je lui ai dit de me suivre. Tu dois le faire. Tu peux plus revenir en arrière. Je devais lui montrer à quel point c'était facile. Ça va? Mais dans ma précipitation, je me suis pris le poignet droit dans le bras. J'ai la main coincée. J'étais bloqué, je pouvais rien faire. J'étais énervé, bourré d'adrénaline. Tout ça m'a rendu fou. Sans réfléchir, j'ai secoué ma main droite pour la dégager du nœud. Pendant un quart de seconde, j'ai eu l'impression d'être suspendu en l'air. Et je suis tombé comme une pierre. Tim! Je ne me souviens plus de rien, jusqu'au moment où je suis revenu à moi quelques secondes plus tard. J'étais sur le dos, je voyais Morgan qui me regardait du haut du toit.
Je devais me déplacer rapidement car la moitié de mon corps était éclairé par un des projecteurs de la prison. Mon côté gauche me faisait horriblement souffrir. J'ai dit à Tim, « Tim, il faut que tu descendes, je suis blessé. » Il a répondu, « Pas question. Pas après la chute que tu viens de faire. Je peux pas. » C'était vraiment pas ce que j'avais envie d'entendre. Il fallait absolument que j'arrive à le faire descendre. Ils vont trouver le trou. Je lui ai dit que s'il ne venait pas maintenant, il ne partirait jamais d'ici. Tu peux pas me laisser comme ça. Ok. Attends un peu. Il a pris son courage à deux mains et il a fini par descendre. Mais ma chute avait tout changé. Avant ça, je m'étais sorti de toutes les situations. Mon épaule est bousillée. Et je crois que j'ai une cheville cassée. Je n'avais plus qu'un bras et une jambe valide. Et j'avais besoin des deux pour partir en cavale. Tim, c'est fini. On n'y arrivera pas. Non. Mets mon bras dans une écharpe et enveloppe ma cheville dans un bout de drap. Vite, fais ce que je te dis. Je savais qu'il fallait mettre le plus de distance entre nous et la prison avant qu'ils ne découvrent les mannequins. Doucement. Tim a foncé devant moi. Quand j'ai posé ma jambe, j'ai ressenti une douleur terrible. J'arrivais tout juste à avancer en boitillant. J'étais sûr qu'on allait entendre les sirènes d'une minute à l'autre. La douleur m'embrouillait les idées. Et je devais continuer à penser pour nous deux. Tim avait peur. Il répétait sans cesse. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va traverser l'autoroute et se diriger vers les bois. J'ai dit à Tim qu'on allait traverser la route 17 et foncer droit vers les montagnes. Parce que dès qu'ils auraient fait le comptage du matin, ils allaient se lancer à nos trousses. On est arrivé à la route 17. J'avais presque atteint l'autre côté quand un camion a surgi au tournant, m'obligeant à me réfugier sur le bas-côté. Vite! On a prié pour que le chauffeur ne nous ait pas vus. Je souffrais terriblement, surtout à l'épaule et dans les côtes. Mais quand on est entré dans les bois, ça a été tout simplement magique. J'avais tellement envie de retrouver ces paysages et ces bruits. J'étais libre. J'avais réussi à m'échapper. Je ressentais une immense joie intérieure. On était deux gars de la campagne qui voulaient retourner à leur ancienne vie. Comment tu te sens? Comme si on m'avait enlevé un poids énorme des épaules. C'est le comptage. Levez-vous, allumez la lumière, debout près de vos lits. Bale, Morgan, allez. Levez-vous. D'habitude, pour le comptage de 6h30, les détenus sont déjà levés. Ils sont debout avec la lumière allumée. Ce jour-là, le 7 juillet, ces deux détenus étaient encore au lit. Quand ils ont tiré les draps et qu'ils ont découvert les mannequins, ils ont immédiatement donné l'alarme. Appelle le directeur, on a une évasion. J'étais chez moi à environ 2 heures de route d'Almaira. La première chose qu'on se demande dans ces cas-là, c'est comment ça a pu arriver. Tu le crois, ça? 2 meurtriers s'échappent et c'est pendant votre tour de garde. C'est le pire scénario qui puisse vous arriver. Quand on signale une évasion dans une prison, on enferme immédiatement tous les détenus dans leurs cellules. Comme ça, les gardiens peuvent participer aux recherches.
Je peux tout fermer et vous fournir autant d'hommes que vous voulez. Il faut aussi prévenir la police de l'État, les chefs de police, les représentants de la justice locale. Messieurs, mon rôle était de me rendre sur les lieux de l'évasion, d'y installer un poste de commandement et de lancer l'enquête. Comme vous le savez, 2 prisonniers se sont évadés, 2 assassins. Quand des détenus s'échappent, ils ont besoin d'un véhicule, de nourriture. On cherche donc d'abord à savoir si un vol de voiture ou un cambriolage ont été signalés dans la zone. Morgan et Veil étaient des individus très dangereux pour la population civile. Qu'est-ce que vous faites là? La ferme! Veil n'avait pas seulement assassiné une femme. Il l'avait d'abord violée alors qu'elle était enceinte de 8 mois. Vous me faites pas mal. Il ne l'avait pas seulement tuée, elle, mais aussi l'enfant qu'elle portait. Pour moi, il n'y a absolument rien de pire. Au bout de quelques heures, plusieurs centaines de gardiens de prison, de représentants de la loi, de policiers s'étaient lancés à la poursuite de Morgan et Veil. Ils ont la responsabilité d'utiliser la force si c'est nécessaire. On ne veut jamais tuer des détenus, mais si on est obligé de le faire, on le fait. Je continuais d'avancer avec mes dernières forces. Je devais supporter la douleur et la fatigue, et essayer de faire avec mes fractures. Tout ça m'empêchait de rester lucide. Soudain, on a entendu un hélico au loin. D'où est-ce que ça vient? Je sais pas. Tu le vois? Non. Il fallait qu'on trouve un abri. Je savais qu'ils allaient nous chercher toute la journée. Et j'avais vraiment besoin de me reposer. On n'avait aucune information. Durant les 6 ou 7 premières heures, on n'a rien eu du tout. Au cours des dernières 24 heures, 2 meurtriers se sont échappés de la prison d'Elmira. À 13h30, on a reçu l'appel d'un chauffeur de camion près de Rochester. Je conduisais sur la route 86 ce matin et j'ai vu 2 hommes blancs. L'un des 2 avait besoin d'aide pour traverser la route. C'était nos 2 fugitifs. On était sûr que c'était nos gars et qu'ils se trouvaient dans ces bois. Juste là, autoroute 17 à Elmira Heights. Ici Eagle One, je suis en route. On a trouvé une caravane vide dans laquelle j'ai pu me reposer un peu. Je manquais de tout. Je devais rester hydraté et surtout soigner mes blessures. J'étais complètement crevé. Tim n'était pas en grande forme non plus. C'est le 2e jour de recherche des 2 prisonniers évadés de la prison d'Elmira. Le lendemain, l'hélico était de retour. Tim! Il y a un hélico, ça doit être les flics. J'ai pensé, ça y est, ils nous ont trouvés. Mais l'hélico s'est éloigné et on a filé de là aussi vite qu'on a pu. Je crois qu'il s'en va. On est parti en vitesse. On a descendu la petite colline et on s'est enfoncé dans les buissons qui longent le ruisseau. La douleur me tenaillait le corps. Il fallait absolument qu'on trouve un véhicule. On est retourné vers la ville en suivant le ruisseau. On a marché une 15aine de kilomètres, à mon allure. Il y avait des flics, partout. On se tire d'ici. Le soir, je n'étais plus en état de faire un seul pas. On s'est retrouvés à l'arrière d'un parking. Il n'y avait pas de flics en vue. Celle-là? Oui, celle-là. Qu'est-ce que t'en penses? Oui. Qu'est-ce que t'en penses? Il va falloir courir. J'y vais? Vas-y. Allez, vas-y. C'est là qu'on a volé la camionnette.
Mais j'ai tout de suite pensé à quoi bon. D'ici peu, toute la zone grouillera de flics. Il était environ 19h le second jour, je rentrais chez moi. Une camionnette blanche a été volée sur Lake Road. Les suspects sont 2 hommes blancs dont la description correspond à celle des fugitifs Vale et Morgan. Je me suis donc dirigé dans cette direction. Et là, j'ai vu la camionnette arrêter à un feu rouge. Ça m'a fait un choc. Je poursuis une camionnette blanche volée qui se dirige vers le nord, sur Main Street. Terminé. Je suivais la camionnette en attendant que les renforts arrivent. Quand j'ai entendu qu'on signalait un véhicule volé, j'ai tout de suite pensé que c'était celui-là. Je me suis immédiatement dirigé vers l'endroit indiqué. On veut toujours attraper les bandits. Tu vois quelque chose? Ouais, c'est des flics. Une voiture banalisée. Quelle que soit la direction qu'on prenait, on avait toujours plus de flics à nos trousses. On a toujours peur qu'ils soient armés. On savait que c'était des assassins, des condamnés à perpétuité. Ils n'avaient rien à perdre. On avait peur. J'étais sûr qu'on allait se faire descendre bêtement. Pour rien. Ils ont tourné à droite dans Margaret Avenue. On est arrivé à un croisement et on s'est retrouvé face à une voiture de police qui se dirigeait droit sur nous. On ne savait pas s'ils allaient nous foncer dessus ou essayer de traverser le jardin de quelqu'un pour essayer de nous échapper. À partir de là, l'adrénaline et l'entraînement ont pris le relais. Je ne me souviens même pas avoir dégainé mon arme. Couche-toi! À terre! J'étais très concentré. Montre-moi tes mains ou je tire! Je ne voyais pas ses mains. J'ai tout de suite pensé qu'il était peut-être armé. Je lui ai crié « Sors tes mains de ta chemise !» J'ai l'épaule fracassée, je peux pas vous montrer ma main. Je m'en fous! À terre! Je pouvais pas lever le bras pour me rendre. Il était à 2 doigts de tirer. Je peux pas! Notre but, c'est de les coincer le plus vite possible avant qu'ils aient la possibilité d'agir. Mon instinct a pris le dessus. Je me suis mis à courir droit sur Vale. Le plus vite possible. À terre, au sol, immédiatement! J'ai hurlé, je me fous de ton épaule, à terre! Montre-moi tes mains et plus vite que ça! J'ai failli le descendre. À terre, j'ai dit! Il nous a fallu 17 semaines pour creuser ce trou dans le plafond. Tout ça pour que ça finisse en fiasco total en moins de 3 jours. Je me suis dit, tu peux m'abattre, vas-y. L'idée ne me déplaisait pas si ça signifiait que je ne retournerais pas en prison. On ne vivait pas là-bas. On ne faisait qu'exister. On a remercié le ciel que personne n'ait été blessé en ville. Ces 2 types avaient déjà fait assez de dégâts comme ça. Ce qui nous a sauvés, c'est la chute de Vale. Sans ses blessures, il aurait pu sortir de notre périmètre. Ça aurait été un cauchemar. J'ai été transféré à la prison de Clinton pour purger ma période d'isolement. Certains types en prison pensent que je suis un héros pour ce que j'ai fait. Moi, je me considère comme un raté. Je passe 23 heures par jour dans une cellule, avec seulement le nécessaire vital. Je dois lutter pour ne pas hurler et me laisser aller à la folie.